Alors, le choc septique, un nom qui, en réanimation, fait frémir, et à juste titre. C'est un adversaire redoutable où chaque minute compte vraiment. Dans cette synthèse, on va décortiquer ensemble sa définition, plonger au cœur de sa physiopathologie souvent dévastatrice, et surtout, on va revoir les stratégies de prise en charge qui peuvent tout changer. Voici notre plan de match. On va commencer par poser les bases, définition et enjeux. Ensuite, on explorera la cascade d'événements qui se produit dans l'organisme. Puis, on passera au concret avec le traitement de la première heure, crucial, avant de détailler le soutien hémodynamique. Et on terminera avec un regard sur les thérapies adjuvantes et les perspectives d'avenir. Allez, on attaque la première partie. Pour affronter un ennemi, la première chose à faire, c'est de savoir précisément à qui on a affaire. Définir le choc septique et comprendre son impact, c'est la première étape indispensable. Voilà un chiffre qui claque, 30 à 40%. C'est énorme. Ce n'est pas juste une statistique, c'est la réalité brutale du choc septique en réanimation. Ce chiffre, à lui seul, nous rappelle l'urgence absolue de chaque geste et de chaque décision. La définition sepsis 3 a vraiment changé la donne. Le mot le plus important ici, c'est dérégler. Le problème, ce n'est plus seulement l'infection, c'est la réponse de notre propre corps qui devient complètement chaotique et qui se retourne contre lui-même. C'est une sorte de guerre civile immunitaire. Et le choc septique, eh bien, c'est le cran au-dessus. C'est un sepsis où tout le système circulatoire s'effondre. Cliniquement, ça se traduit par deux choses. D'abord, on a besoin de vasopresseurs pour maintenir une pression artérielle correcte. Ça veut dire que les vaisseaux sont tellement dilatés qu'ils n'ont plus de tonus. Et ensuite, le lactate est supérieur à 2, même après avoir rempli le patient. Ça, c'est le signe que les cellules souffrent, qu'elles manquent d'oxygène. C'est la signature de l'hypoperfusion tissulaire. Au lit du patient, on n'a pas le temps de faire des calculs compliqués. C'est là qu'intervient le QSOFA. C'est un outil de dépistage ultra simple. On regarde 3 choses. La fréquence respi, la conscience et la tension systolique. Si on a au moins 2 de ces critères chez un patient avec une suspicion d'infection, ce n'est pas un diagnostic, mais c'est une grosse alarme qui doit retentir. Ça veut dire, attention, ce patient est à haut risque. Bon, maintenant qu'on sait le reconnaître, la grande question c'est « mais que se passe-t-il à l'intérieur ? Comment une infection, parfois banale au départ, peut-elle déclencher une telle tempête, une défaillance de tout le système ?» C'est ce qu'on va voir maintenant. Il faut voir ça comme un effet domino mortel. Tout part d'une réponse immunitaire qui s'emballe, la fameuse tempête de cytokines. Cette tempête attaque la paroi des vaisseaux, l'endothélium, qui devient une vraie passoire. Le liquide fuit partout. Cette agression déclenche aussi la coagulation de manière anarchique, ce qui forme des petits caillots, des microthrombis qui vont boucher les plus petits vaisseaux. Et la conséquence de tout ça, c'est inévitable. Les tissus ne sont plus irrigués, les cellules meurent de faim et les organes lâchent les uns après les autres. Cet effondrement hémodynamique, il repose sur 4 piliers qui s'écroulent en même temps. Il y a l'hypovolémie, c'est-à-dire un manque de volume parce que ça fuite partout et que les vaisseaux sont trop larges. Il y a la vasoplégie, les vaisseaux sont paralysés. En plus, on a souvent une dysfonction myocardique, la pompe, le cœur se met à moins bien fonctionner. Et pour couronner le tout, même si le sang arrive aux cellules, elles sont incapables d'utiliser l'oxygène à cause de la dysfonction mitochondriale. Bref, c'est l'échec à tous les niveaux, la tuyauterie, la pompe et les moteurs cellulaires. Face à cette cascade infernale, notre meilleur allié, ou notre pire ennemi, c'est le temps. La toute première heure est absolument décisive. C'est là que se joue une grande partie du pronostic. Alors, quelle est la riposte ? Cette phrase, il faut la graver dans le marbre. De nombreuses études l'ont prouvé. Ce n'est pas une simple perte de temps. Chaque heure qui passe, ce sont des dégâts exponentiels. On ne peut pas se permettre d'attendre. Heureusement, la riposte est codifiée. C'est le URES One Bundle. 5 actions à mener en parallèle, c'est une véritable course contre la montre. 1. On mesure le lactate pour évaluer la gravité du choc. 2. On fait les hémocultures pour savoir quels microbes on combat, mais sans retarder les antibiotiques. 3. On lance une antibiothérapie à large spectre, on tire à l'arme lourde, tout de suite. 4. On remplit massivement pour restaurer le volume. Et 5. Si ça ne suffit pas, on commence les vasopresseurs sans tarder. Ok, la contre-offensive est lancée, mais la bataille pour stabiliser le patient ne fait que commencer. Comment on fait pour soutenir durablement la circulation et s'assurer que les organes sont de nouveau perfusés ? C'est tout l'enjeu du soutien hémodynamique. Le choix du soluté de remplissage, ce n'est pas un détail. Aujourd'hui, la tendance est très claire. On préfère les solutés dits balancés. Pourquoi ? Parce que le sérum salé classique, à 0,9%, est très riche en chlore, et cet excès de chlore peut aggraver l'acidose et être toxique pour les reins. Utiliser un soluté balancé, c'est déjà une forme de thérapie. La cible, elle, est claire, nette et précise. Une pression artérielle moyenne, la fameuse PAM, supérieure ou égale à 65 mm de mercure. C'est un compromis bien établi. C'est assez pour perfuser les organes vitaux, comme le cerveau ou les reins,
mais sans non plus tomber dans l'excès avec des doses de vasopresseurs qui deviendraient elles-mêmes dangereuses. Et pour atteindre cette cible de PAM, on a une hiérarchie d'armes bien définie. En toute première ligne, l'arme de choix, c'est la noradrénaline. Elle fait très bien le job de vasoconstriction. Si on doit monter les doses, on peut ajouter de la vasopressine en deuxième intention, ça permet souvent de stabiliser les choses. Et enfin, si on suspecte que le cœur est aussi en difficulté, l'adrénaline devient une option intéressante pour son effet stimulant cardiaque. Une fois que la réanimation de base est en place, que le soutien hémodynamique est optimisé, qu'est-ce qu'on a d'autre dans notre boîte à outils? C'est le moment de parler des thérapies adjuvantes et de se tourner un peu vers l'avenir. Ah, la grande question, l'éternel débat en réanimation. Les corticoïdes dans le choc septique. Est-ce qu'on en met? Et si oui, à qui? La réponse, aujourd'hui, est assez ciblée. Oui, mais pas pour tout le monde. On les réserve aux chocs septiques dits réfractaires, c'est-à-dire ceux qui ne s'améliorent pas malgré un bon remplissage et des doses croissantes de vasopresseurs. Dans ce cas, on peut utiliser de l'hydrocortisone en intraveineux, à faible dose, pour essayer de restaurer la sensibilité des vaisseaux aux catécholamines. Et demain, alors? La recherche s'oriente clairement vers la fin du « un traitement unique pour tous ». L'avenir, c'est la médecine personnalisée. On essaie de classer des patients selon des profils plus fins. On cherche à monitorer non plus seulement la tension artérielle, mais ce qui se passe au niveau de la microcirculation. Et de Saint Graal, bien sûr, ce serait de trouver enfin des thérapies qui modulent la réponse immunitaire pour calmer la tempête, sans pour autant désarmer le patient face à l'infection. Et tout ça nous amène à une question de fond pour conclure. Est-ce qu'on parle vraiment d'une maladie, le choc septique, ou est-ce que derrière ce terme se cachent en réalité plusieurs syndromes très différents, avec des profils immunitaires et hémodynamiques qui n'ont rien à voir? La réponse à cette question, c'est probablement elle qui dictera la prochaine révolution dans la prise en charge.